Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, mais un morceau absolument fascinant, l'architecture même de la richesse. Concrètement, comment le droit civil français définit-il notre présent et surtout notre avenir financier? Parce que oui, au-delà de nos simples comptes bancaires, il y a un véritable plan de construction légale qui nous accompagne littéralement de la naissance jusqu'à la fin. Allez, on décortique tout ça ensemble. Pour bien comprendre cette mécanique, il y a une question de base incontournable. Comment est-ce que la loi arrive à séparer ce qui a une vraie valeur financière de ce qui, n'en a pas du tout? C'est vraiment le carrefour où nos droits humains les plus fondamentaux percutent le monde de l'économie. D'un côté, on a l'inestimable et de l'autre, du très concret comme un salaire ou un appartement. Et la manière dont le système juridique trace cette frontière, c'est juste brillant. C'est carrément ce qui fait tourner notre société civile. Bon, rentrons dans le vif du sujet avec la règle numéro 1. C'est simple. Toute personne physique possède des droits qui découlent de sa personnalité juridique, ou PG pour les intimes. C'est vraiment le point de départ de tout le reste. À la seconde où un être humain naît, il devient un acteur sur la grande scène du droit. La loi ne voit pas juste un organisme biologique, elle voit une entité légale à part entière, capable d'interagir, de posséder des choses, de s'engager. C'est cette fameuse personnalité juridique qui est la source de tous les droits qu'on va analyser. Alors, attention, ces droits, ce ne sont pas juste de beaux concepts théoriques qui flottent dans les nuages, ils ont une utilité ultra concrète, avec un double objectif très clair. D'abord, ils servent de bouclier. Ils sont là pour assurer la protection de la personne, pour garantir son intégrité physique et morale. Mais le deuxième objectif, et c'est ça qui nous intéresse le plus ici, c'est qu'ils permettent de participer activement à la vie juridique. Acheter, vendre, louer un appart, signer un contrat. Sans cet arsenal de droits, il serait tout bonnement impossible d'avoir la moindre activité économique officielle. Et c'est exactement là que le Code civil sort son grand jeu, comme un énorme entonnoir de tri. Il sépare les choses en deux. D'un côté, on a les droits dits patrimoniaux. Ça, c'est tout ce qui a un prix, tout ce qui peut être évalué en argent. Et de l'autre côté, on a les droits extra-patrimoniaux. Là, on touche à l'intime de la personne. Ce sont des droits qui n'ont absolument aucune valeur monétaire. On ne peut pas les vendre. On parle ici du droit à l'image ou du droit au nom, par exemple. Le droit trace donc un mur de béton entre ce qui pèse financièrement et ce qui relève purement de l'humain. Du coup, comment la loi fait-elle le tri au quotidien sans s'en mêler les pinceaux? Le Code civil a choisi un critère ultime, une espèce de juge de paix, le patrimoine. Dès qu'on prononce le mot, on bascule à 100% du côté des droits qui ont une valeur financière. C'est la clé de voûte de tout l'édifice. C'est le mécanisme qui permet de mettre les affaires d'argent dans une case et tous les autres droits inhérents à l'être humain dans une autre. Mais alors là, préparez-vous pour un rebondissement assez incroyable, c'est une vraie bizarrerie juridique. Le patrimoine, c'est central en droit civil, d'accord? Mais on ne trouve absolument aucune définition dans le texte d'origine du Code civil. C'est quand même dingue, non? Les rédacteurs de l'époque ont pondu des milliers de règles ultra complexes sur l'argent, la propriété, les contrats, mais ils ont oublié de définir la boîte qui contient tout ça. C'est littéralement comme écrire un énorme manuel de mécanique sans jamais prendre la peine d'expliquer ce qu'est un voteur. Heureusement, la nature a horreur du vide, et les juristes aussi. C'est là que la doctrine, donc les grands penseurs du droit, est venue à la rescousse. Plus précisément, deux professeurs stars du 19e siècle, Charles Aubry et Charles-Frédéric Rao. Ces deux-là ont retroussé leurs manches pour combler ce trou béant dans les textes. Ils sont devenus les architectes de notre système moderne en créant de toutes pièces ce qu'on appelle la théorie classique du patrimoine. Ils ont tout simplement construit les fondations qui manquaient au code. Ce qui est génial avec la solution d'Aubry et Rao, c'est son élégance. Ils ont défini le patrimoine d'une manière très précise. C'est la représentation pécuniaire de la personne en droit. En clair, ça veut dire que pour la loi, le patrimoine, ce n'est pas juste un tas d'objets qu'on a empilés dans un coin. C'est littéralement notre ombre financière. Il regroupe absolument tous nos biens, mais aussi toutes nos obligations. C'est vraiment le prolongement économique de la personne qui nous suit partout, comme notre ombre sur la grande scène juridique. Pour rendre ça très visuel, il faut imaginer le patrimoine comme un numéro d'équilibriste permanent entre deux forces complètement opposées. D'un côté, on a l'actif et de l'autre, on a le passif. C'est la grande balance financière de toute une existence humaine. Et attention, absolument rien de ce qui a une valeur financière ne peut échapper à cette classification. Ça va soit d'un côté, soit de l'autre. Décortiquons un peu ce qu'on trouve dans ces deux catégories. Commençons par ce qui fait plaisir, le versant positif, l'actif. Là, on met tout ce qui crée de la valeur. Ça comprend l'argent liquide, les rémunérations comme le salaire qui tombe à la fin du mois, mais ça englobe aussi tous les biens matériels, les très gros biens immobiliers comme un immeuble, un terrain ou une maison, mais aussi les biens du quotidien, comme un ordinateur de bureau, un canapé, une voiture. L'addition de tout ça, c'est ce qui forme notre force de frappe financière positive. Mais bon, en droit comme en physique, il y a toujours l'autre côté de la médaille. Face à l'actif, on a le passif. C'est le côté obscur, la charge financière que l'on doit porter. On va y retrouver les prestations qu'on doit à d'autres personnes, les diverses obligations légales et bien sûr les dettes.
Que ce soit un énorme crédit immobilier sur 25 ans, une petite facture d'électricité en retard, ou même des dommages et intérêts à payer suite à un jugement, hop, ça tombe directement dans le passif. C'est notre responsabilité financière pure et dure. Et tout ça nous amène à la règle d'or, le cœur du réacteur de tout ce système civil. Une petite phrase toute simple. L'actif répond au passif. Ces deux éléments, ils ne vivent pas chacun de leur côté. Ils sont connectés en permanence. Le côté positif est, littéralement, la garantie du côté négatif. C'est ce principe incontournable qui fait que les gens ont confiance, qu'on peut faire des affaires, prêter de l'argent et faire tourner toute l'économie. Dans la vraie vie, concrètement, ça donne quoi? La mécanique est implacable. Les dettes juridiques sont payées en piochant directement dans les biens qui composent l'actif. Si des dettes s'accumulent dans le passif, eh bien la loi autorise les créanciers à venir se servir dans l'actif pour se rembourser. Ça veut dire que le compte en banque, la voiture ou la maison sont enchaînés légalement à nos obligations financières. Le patrimoine, c'est donc cette espèce d'arène fermée où l'actif est toujours là pour éponger le passif. Alors, pour vraiment saisir le coup de génie des professeurs Aubry et Rao, il faut s'arrêter sur un terme très précis qu'ils ont utilisé. Ils ont dit que le patrimoine était d'une universalité de droit. Qu'est-ce que ça veut dire ce jargon ? En gros, ce n'est pas juste un simple coffre où l'on range ses papiers, c'est une entité globale, un tout juridique complètement unifié. Et la vraie magie de cette universalité, c'est qu'elle ne se contente pas de regarder ce qu'on possède aujourd'hui. Elle englobe aussi tous nos biens et toutes nos dettes de demain, et ce jusqu'à la toute fin de notre vie. Faisons une petite comparaison entre le présent et le futur pour bien visualiser. Là, tout de suite, on a un solde bancaire précis, peut-être un prêt en cours. Mais la structure du patrimoine, elle, regarde déjà vers l'avenir. Cette fameuse universalité de droit a déjà prévu la place pour les salaires des 10 prochaines années, pour un éventuel héritage. Mais elle intègre aussi d'avance les impôts et les crédits à venir. Le patrimoine n'est surtout pas une photo fixe à un instant T. C'est un film en temps réel, une enveloppe vivante qui respire et évolue au même rythme que nous. Voyons un peu comment tout ça s'emboîte au fil du temps. Étape 1, on avance dans la vie. On achète une nouvelle télé, ou bien, on contracte une nouvelle dette. Étape 2, que se passe-t-il sur le plan légal ? Ces nouvelles opérations tombent automatiquement et sans le moindre effort dans ce grand contenant invisible qu'est le patrimoine. Pas besoin de créer un nouveau cadre juridique à chaque fois qu'on achète une baguette de pain. Cette enveloppe est super élastique, conçue pour avaler toute notre vie financière sans aucune exception, année après année. Ce qui nous amène à une réflexion finale vraiment cruciale. On est tous avec cette fameuse universalité de droit fermement accrochée à notre personnalité juridique. La question c'est, comment est-ce que ce contenant invisible va dicter les choix financiers qu'on fera demain ? Parce que comprendre au plus profond de soi que notre actif répondra toujours de notre passif, ça change complètement la donne sur la façon de gérer sa richesse ou ses emprunts, n'est-ce pas ? C'est une mécanique de précision à toujours garder dans un coin de sa tête avant de signer quoi que ce soit. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous et on se retrouve très vite pour explorer de nouveaux rouages passionnants de notre système légal.